Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e cours d'introduction à la théosophie. Aujourd'hui, nous parlerons de science et tradition ou science et théosophie. Nous sommes présentement à Adyar. Nous avons le privilège de pouvoir tourner ce vidéo dans l'édifice principal et derrière nous, Madame Blavatsky et le colonel Olcott supervisent le travail que nous allons faire. Pour parler de science et théosophie, j'ai en ma compagnie M. Jacques Manic de France, à qui j'ai demandé un coup de main pour ce 5e vidéo, puisque à cause de ses intérêts et du travail impressionnant qu'il a fait, il a quand même développé une expertise dans cet aspect science et théosophie. Bonjour Jacques. Bonjour Robert, et merci de l'invitation. Ça va bien? Cela va très bien. Est-ce qu'on est prêt à débuter? Je pense qu'on est vraiment prêt. Donc, nous allons procéder par questions et réponses. Et je commence immédiatement avec la première question. Donc, Jacques, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler de la relation entre la science et la tradition ou la science et la théosophie dans l'histoire? Bien, il est effectivement important d'avoir une bonne vision de l'évolution de cette relation au travers du temps pour mieux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés au XXIe siècle à ce positionnement de la science par rapport à la tradition. Donc on va remonter un petit peu dans l'histoire, et quand on remonte dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu un temps, dans l'histoire occidentale en tout cas de l'humanité, où aucune distinction n'était faite entre science, religion et philosophie. Et on retrouve ces premières traces autour du VIe siècle avant notre ère dans la culture grecque. Les philosophes de l'époque, parce qu'on ne parlait pas de scientifiques à l'époque, s'intéressaient à la nature essentielle de toute chose. Leur quête portait le nom de physis, P-H-Y-S-I-S. Leur approche était holistique, c'est-à-dire embrassant tout. Et elle était basée sur la connaissance en provenance des civilisations passées, comme celle de la Chine, de l'Inde, de l'Égypte ou de la Chaldée. D'ailleurs, on se rappellera que Mme Blavatsky a elle-même qualifié la sagesse des Chaldéens comme la plus ancienne science de l'astrologie et de l'occultisme. Les écoles de philosophie grecque de cette époque portaient la marque de cette vision holistique du monde. On va parler des Milésiens, c'est-à-dire les adeptes de l'école de Thalès de Milet, et là on est quelque part entre moins 600 et moins 540. Ces Milésiens étaient appelés ceux qui pensent que la matière est vivante. Cette unité de pensée, dont l'unité transcendait tous les opposés, a commencé ensuite à se morceler avec l'école des Éléates, c'est-à-dire les adeptes de l'école de Zénon d'Élée, et là on est vers moins 490, moins 430. Ces philosophes ont identifié un principe divin au-dessus des autres dieux et des hommes. À partir de là, le dualisme s'est répandu dans la philosophie. Un nouveau concept de matière indestructible est apparu, et la philosophie de l'atomisme, amenée par Leucippe et Démocrite vers moins 460, moins 370, a tracé une frontière entre esprit et matière, et c'est devenu la pierre angulaire de la pensée occidentale pour les 2000 ans qui suivirent. Donc, si je comprends bien, c'est avec l'école des Éléates que se produit la première division entre science, religion, philosophie, parce qu'avant cela, les scientifiques étaient autant philosophes que religieux, et il en était de même pour les religieux qui étaient également scientifiques ou philosophes. Tout à fait. En réalité, il n'y avait ni scientifiques, ni philosophes, ni religieux. On appelait ça des philosophes, mais à l'époque, ils englobaient
l'ensemble du périmètre de ce que nous appelons aujourd'hui sciences, philosophie et religion. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette connaissance scientifique, donc émanant de cette époque, après la mise en place du dualisme, elle a été codifiée par Aristote, qui a été qui a écrit une véritable encyclopédie du savoir de son époque, et là on est autour de moins 384, moins 322, et ce corpus de connaissances scientifiques, il a été quelque part béni par les autorités de l'Église chrétienne d'Occident au début de notre ère, et c'est devenu la seule référence pour les sciences officielles jusqu'au XVe siècle. Sachant qu'à l'époque, donc depuis le début de notre ère, les gens qui faisaient de la science étaient obligatoirement des gens qui étaient reliés à l'Église, en tout cas en Occident, à l'Église chrétienne d'Occident. Et quelle a été la conséquence de ce qui est arrivé à ce moment-là sur la science et sur la tradition? Alors on va voir que, en se projetant maintenant un petit peu dans le temps, et on arrive au milieu du XVIIe siècle, on va trouver, pendant et après ce qu'on appelle le siècle des Lumières, en Occident, en Europe essentiellement, on va trouver par exemple Descartes qui écrit son discours de la méthode, et au moment où il écrit ça, il va rajouter une pierre supplémentaire au dualisme existant. Ce dualisme entre esprit et matière, il battait son plein, et tous les scientifiques qui vont suivre sont restés fidèles à ce mode de pensée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en séparant l'esprit de la matière, la science a perdu son âme et la capacité d'une compréhension intégrale de la réalité. Depuis Descartes, se sont passées beaucoup de choses dans ce monde-là, notamment les scientifiques ont essayé de se débarrasser du joug de la tradition séculaire judéo-chrétienne qui se faisait un devoir de contrôler férocement toute tentative de remettre en cause ces dogmes. On se rappellera Galiléo, forcé d'abjurer son affirmation que la Terre tourne autour du Soleil, et on se rappellera aussi, ce qu'on connaît bien dans le milieu théosophique, Giordano Bruno, qui a été brûlé vif pour avoir répandu l'idée qu'il existait une infinité d'univers semblables au nôtre. Il a fallu des siècles pour que la science moderne émerge de l'obscurité. Mais quand elle a émergé, le pendule est parti en butée de l'autre côté. Trop contents d'avoir tué le dieu anthropomorphe qui les avait persécutés pendant des siècles, les scientifiques du XIXe siècle ont déclaré que tous les phénomènes, y compris celui de la conscience, étaient ou seraient explicables par la science. Ce fut l'époque des positivistes avec leur leader, M. Comte. Ça n'a pas duré très longtemps. Le positivisme, c'est une philosophie qui a duré 5-6 ans en France essentiellement, mais suffisamment pour imprimer une philosophie matérialiste de la vie, au moins dans les milieux scientifiques, et ensuite ça s'est répandu à l'ère moderne dans pratiquement toute la population, et ça a survécu jusqu'à ce jour. Et si je me rappelle de nos discussions, c'est à cette époque que la Société théosophique est née pour tenter de répondre à cette grande préoccupation. Tout à fait. Alors, hasard ou pas, Madame Blavatsky, à cette époque-là, publiait son ouvrage principal, La doctrine secrète, et elle explique très clairement l'objectif de cette publication, quand elle dit que l'objectif c'est de montrer que la nature n'est pas le résultat d'un concours de circonstances fortuites, d'abord, et ensuite elle dit que cet ouvrage va permettre de positionner ou repositionner l'homme, avec un H majuscule, à sa juste place dans le schéma de l'univers. Très bien. Poursuivons avec une deuxième question. Aujourd'hui, pourquoi science et théosophie, ou pourquoi étudier science et tradition? Pourquoi? Alors d'abord, on part
de quelque chose que nous connaissons tous aussi dans les milieux théosophes, qui est que la théosophie s'appuie sur 3 piliers, que sont la science, la philosophie et la religion. La révélation de la sagesse antique s'appuie sur ces 3 domaines et les écrits fondateurs font sans cesse référence aux textes et auteurs de ces 3 domaines. Par exemple, le premier volume d'Isis dévoilé est consacré à la science et la doctrine secrète est parsemée de chapitres entiers consacrés à la science. On va même trouver dans les entretiens sur la doctrine secrète qui ont été publiés assez récemment tout un tas de questions systématiquement qui font référence à la science moderne. Alors il ne s'agit pas de valider la sagesse antique par des corrélations avec ces domaines, mais il s'agit de tracer des parallèles qui vont mettre en évidence soit une cohérence, soit un désaccord. Et cette approche représente un véritable défi, car la vision de la sagesse antique est une vision globale, holistique, là où la science ne peut aborder la réalité qu'au travers du prisme de ses outils d'observation et de ses limitations inhérentes au fait qu'elle ne peut percevoir que le plan physique. Donc, pour être plus précis, quelle est l'utilité de travailler ces aspects ensemble? Tu l'as déjà un peu expliqué, mais je pense que tu peux préciser encore un peu. Bien, tout à fait. Alors l'intérêt de travailler sur ces 2 volets, science et théosophie, est d'une part de garder le contact avec l'ensemble des découvertes scientifiques significatives qui peuvent amener des corrélations avec nos enseignements. Madame Blavatsky l'explique, je crois, dans un de ses textes en disant « Soyez à l'écoute de tout ce qui se passe et ayez la connaissance de tous les domaines scientifiques. » D'autre part, l'intérêt de travailler ces 2 aspects ensemble, c'est d'être moteur dans la recherche des passerelles existantes entre les deux à partir de la tradition. Alors pourquoi est-ce vraiment important ? Un regard objectif sur notre monde actuel nous montre à quel point les technologies influencent les modes d'être, avec toujours plus de matérialisme et d'égocentrisme. La voie de la sagesse antique est noyée sous les torrents des flux d'informations véhiculés par les réseaux sociaux et autres médias numériques. La voie de la science a remplacé celle des religions et des philosophies, créant un monde de plus en plus dépourvu des valeurs fondamentales de la vie. Travailler sur la science et la théosophie peut aider à amener une prise de conscience dans les masses que le matérialisme absolu, tel que prôné par les scientifiques d'aujourd'hui, est une impasse pour le développement de l'humanité. Et qu'il existe un référentiel de sagesse capable de guider cette évolution. Pour cela, ce travail conjoint doit déboucher sur des conclusions, des preuves au sens scientifique, que les enseignements qui sont l'héritage des théosophes sont en mesure d'apporter une compréhension beaucoup plus large des phénomènes perceptibles dans notre monde. Là où la science moderne reste muette. Par exemple, qu'est-ce que l'énergie et ses modes de déclinaison, différenciation? Les plus grands scientifiques comme Richard Feynman par exemple ont fait le constat très humblement de dire qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'énergie, même s'ils savaient comment elle se manifestait. Qu'est-ce que la gravitation? On en parle beaucoup et on semble vraiment tout connaître. On connaît ses modes de fonctionnement, on ne sait pas ce qu'est véritablement la gravitation. De quoi est fait l'espace? Quelle est la destinée de notre monde? Etc. Donc beaucoup de choses à travailler. Passons à la question numéro 3. Pouvons-nous parler d'exemples concrets de science et théosophie, par exemple des scientifiques qui se sont intéressés ou s'intéressent actuellement à la théosophie ou à la tradition? Il est effectivement important de parler d'exemples concrets parce qu'on a trop souvent tendance à rester dans le domaine des idées. Et ce qui marque aujourd'hui les esprits, c'est véritablement des exemples concrets. Donc, on se rappellera
historiquement que depuis le début de la création de la Société théosophique en 1875, de nombreux scientifiques ont dès le début contribué à rapprocher science et théosophie. On nommera quelques-uns comme Camille Flammarion, le fameux astronome français, le professeur Bichat, qui travaillait avec le colonel Olcott. À chaque fois que le colonel Olcott venait en France, il allait voir son ami à l'hôpital et il travaillait sur la compréhension de l'observation du corps physique et des phénomènes comme à l'époque ce qu'on appelait le mesmérisme. On a même affirmé qu'Albert Einstein utilisait la doctrine secrète de Madame Blavatsky comme livre de chevet, sans que cela ait pu vraiment être prouvé définitivement. Ensuite, on se rappelle probablement l'avènement du Nouvel Âge ou du New Age dans les années 1970, qui a amené une floraison d'intérêt pour les convergences entre science et tradition. On se rappelle tous du livre Le Tao de la physique, ouvrage de Fritjof Capra, qui a été le co-créateur d'un groupe de scientifiques appelé la Gnose de Princeton. Et en soi, c'était véritablement une révolution, puisque Princeton étant un des plus célèbres universités des États-Unis, le berceau de la science quelque part, avoir quelqu'un qui vienne parler de métaphysique et qui en parle dans un livre et dans des conférences, c'était en soi une petite révolution. Mais à part quelques rares exceptions, la plupart des scientifiques occidentaux n'osent pas prendre le risque d'aborder quelque sujet que ce soit qui présente des traces de métaphysique ou de physique extrasensorielle. Ceux qui l'ont fait l'ont en général payé de leur carrière. On pense notamment à Rupert Sheldrake, qui est bien connu dans nos milieux, le découvreur des champs morphogénétiques dans les années 1990, qui aujourd'hui encore, en 2017-2018, se voit refuser l'accès à des plateformes de conférences scientifiques comme TED. Nous avons quelques scientifiques qui travaillent dans les groupes d'études théosophie et sciences, mais sous couvert d'anonymat. Mais quelque chose de nouveau est en train de naître dans la communauté scientifique, une mini-révolution à nouveau. Et il n'y a pas très longtemps, donc depuis 2014, il y a un groupe de scientifiques, incluant des gens comme Rupert Sheldrake, comme Mario Beauregard, comme Charles Tart et d'autres, ont décidé de créer un mouvement destiné à élargir le périmètre de la science et favoriser l'émergence d'un paradigme post-matérialiste englobant la science, la spiritualité et la société. Ils ont publié une charte qui définit leur champ de recherche sans équivoque et qui mérite d'être citée dans ces grands points. Ils disent par exemple, leur premier point, c'est de dire que l'esprit représente un aspect de la réalité aussi fondamental que le monde physique et que l'esprit est fondamental dans l'univers, c'est-à-dire qu'il ne peut être un produit dérivé de la matière et il ne peut être réduit à quelque chose de plus basique. Ce qui est bien sûr l'inverse de ce que disent les scientifiques aujourd'hui quand ils disent que l'esprit ou la conscience est un sous-produit de la matière. Ensuite, ils disent qu'il existe une profonde interconnexion entre l'esprit et le monde physique. Ils disent aussi que les esprits individuels sont apparemment non reliés, mais ils peuvent peut-être s'unir de manière à suggérer l'existence d'un esprit unique qui les influerait tous, qui est très clairement ce que nous connaissons dans les enseignements théosophiques. Enfin, ils disent que les scientifiques ne devraient pas avoir peur de faire des recherches dans le domaine de la spiritualité, car celui-ci représente un aspect central de l'existence humaine. Voilà, donc en réalité, la charte, elle comporte 17 points et elle est consultable sur le site internet http://openscience, au pluriel, .org. Et nous ferons en sorte de mettre ce lien sur la diffusion de la vidéo. C'est ça. Donc, en allant sur le site théosophieauquebec.com pour visionner la vidéo, comme vous l'avez déjà fait, vous avez sûrement vu dans les liens que ce site est noté. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu le prendre exactement pendant qu'il était dicté, il est facile de le consulter directement. Maintenant, est-ce qu'on peut parler aussi des experts de la tradition
parce que là, on a parlé plus des scientifiques qui s'intéressent à la tradition. Maintenant, pouvons-nous parler des experts de la tradition qui s'intéressent aussi à la science? Bien entendu, parce que plusieurs générations de scientifiques théosophes ont étudié les différentes branches de la science et publié de nombreux ouvrages. On rappellera simplement que la Société théosophique internationale a été moteur dans cette approche avec Madame Annie Besant et George Arundel dans les années 1924. Donc sous leur impulsion a été créée l'Université théosophique qui a donné naissance ensuite à tous les groupes de travail sciences et théosophie dans les sections nationales. Et à partir de là, donc, de nombreux ouvrages, études et ouvrages ont été publiés. On citera par exemple Tanon en France qui a écrit dans les années 1948 un ouvrage qui s'appelle Théosophie et sciences, qui est une véritable encyclopédie de l'état des lieux des connaissances scientifiques comparées à la tradition. Temni a écrit Science et occultisme un peu plus tard, en 1974. Et puis on va trouver un certain nombre d'auteurs, comme Ravi Ravindra, qui plus récemment, donc en 2000, a publié un livre qui s'appelle Science and the Sacred, la science et le sacré. Eddie Billy Moria a fait aussi une synthèse assez intéressante en 2006 et a publié un livre qui s'appelle The Snake and the Rope, le serpent et la corde. Et surtout, Stephen Phillips, qui a été un auteur extrêmement prolixe et qui a produit les études les plus poussées en matière de physique fondamentale. Il a commencé en 1980 à publier un premier livre qui s'appelait Extrasensory Perception of Quarks, la perception extrasensorielle des quarks, qui était la première tentative véritable de relier ce que Leadbeater et Annie Besant les travaux de Leadbeater et Annie Besant qui ont donné lieu à l'apparition de ce qu'on appelle la chimie occulte, et les dernières découvertes à l'époque, en 1980, qui était la découverte des quarks. Et là, il y a eu pour la première fois une véritable étude comparative, qui n'a pas complètement abouti à une passerelle entière, mais qui nous a donné quand même beaucoup de vision, de visibilité par rapport à la possibilité de relier les deux enseignements. Il a aussi écrit Anima, qui est un livre qui explique comment se passe cette opération, cette capacité de voir les particules subatomiques grâce à la clairvoyance. Ensuite, 20 ans après son premier livre, en 1999, il a à nouveau publié un livre qui s'appelle ESP of Quarks and Superstrings, qui était en gros une mise à jour 20 ans après de l'ensemble des connaissances scientifiques, avec l'introduction de quelque chose qui avait été découvert depuis, qu'on appelle la théorie des cordes et des supercordes. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais ça a amené véritablement quelque chose de nouveau et encore de plus proche de la chimie occulte. Et enfin, en 2006, il a publié un ouvrage qui s'appelle The Mathematical Connection Between Religion and Science, la connexion mathématique entre religion et science, qui est l'aboutissement pratiquement de toutes ces études dans beaucoup de domaines au-delà de la physique. Voilà. Eh bien, on a fait un tour, je dirais, on ne peut pas dire complet, mais pour quelqu'un qui n'a pas développé trop d'études dans le domaine, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un tour assez complet. J'aimerais toutefois qu'on termine avec une question que j'aimerais te poser. C'est, existe-t-il une corrélation entre la science, par exemple, ce qui est très populaire de nos jours, la physique quantique, et la tradition ou la théosophie? Maintenant, en posant cette question, je me rends compte de l'ampleur possible de la réponse. Donc, on pourrait peut-être aborder seulement 4 aspects. La première que je te suggère est la relation entre les ondes et les particules. Pouvons-nous faire une corrélation entre ce fait, maintenant scientifiquement établi, et les enseignements théosophiques?
Alors le mot de physique quantique est très répandu. Il est sur toutes les langues, il est dans toutes les parutions, il est partout sur Internet. Il est employé un petit peu, je ne veux pas dire à tort et à travers, mais en tout cas, il y a une tendance naturelle à essayer d'utiliser ce nouveau concept, qui date quand même d'il y a 100 ans, pour justifier tout un tas d'enseignements, de dogmes, tout un tas de métaphysique, on va dire. On a une tendance aujourd'hui, on voit une tendance à utiliser ce véhicule pour justifier tout un tas de choses. Alors, moi, ce que je dirais sur le sujet, c'est qu'il faut rester prudent, d'abord. Parce que la physique quantique, même 100 ans après qu'elle ait été initiée, elle est peu ou pas du tout comprise. Et je vais essayer de m'expliquer. Elle est très bien connue en termes d'observation, d'expérimentation, de modélisation scientifique. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est grâce à ces découvertes que nous avons aujourd'hui une caméra numérique, que nous avons un Internet, que nous avons tout, pratiquement, ce qui touche, ce qui a été initié par l'électronique, entre autres. Donc, il n'y a vraiment aucune question quant à la véracité de cette discipline. Maintenant, est-ce qu'on est capable véritablement de transposer cet enseignement scientifique dans notre mental, dans notre compréhension mentale? On va prendre un exemple qui est par exemple la relation entre ondes et particules. En réalité, on ne va pas parler de relation, mais on va parler de ce qu'on appelle une superposition entre ces deux états. C'est-à-dire que ce que nous dit la physique quantique aujourd'hui, c'est qu'une particule, quelle qu'elle soit, que ce soit un photon, un électron, un proton, un neutron, n'importe quelle particule, peut se comporter des deux manières selon la manière dont on va l'observer. Et c'est très perturbant pour notre mental assez rationnel, parce que on n'arrive pas à comprendre comment cela est possible. Quand on parle par exemple de l'expérience des deux fentes de Jung, et qu'on fait cette expérience avec une seule particule, elle arrive quand même à générer un phénomène d'onde. Donc c'est assez incompréhensible. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a véritablement une corrélation avec les enseignements théosophiques, parce qu'avant ça, il faudrait véritablement comprendre la dualité onde-particule dans notre concept. Donc, on peut générer avec une seule onde, avec une seule particule, un le phénomène phénomène d'onde. ondulatoire. Oui, effectivement. Voilà. Je comprends que ça soit difficile à concevoir mentalement. Oui. Si on parlait maintenant d'un autre phénomène dont on parle souvent en physique quantique, le phénomène de la non-localisation des particules. Alors ça, c'est un phénomène encore plus perturbant pour notre mental rationnel. On appelle ça la non-localisation. On appelle aussi ça l'intrication en français, ou entanglement en anglais. C'est quelque chose de vraiment, vraiment étonnant. Pour décrire rapidement le phénomène, aujourd'hui, on prend deux particules qui ont été à un moment donné de leur histoire ensemble, générées ensemble par exemple, et puis on les éloigne aussi loin que l'on peut ou que l'on veut. Et quand on observe, quand on interagit sur une particule, au même moment on constate que l'autre particule réagit, quelle que soit la distance. Et donc là, on est en face d'un problème fondamental qui remet en cause quelques basiques de la physique actuelle, comme par exemple la vitesse limite de transmission d'une information, puisque Einstein nous a bien expliqué que la lumière avait une vitesse limite. Donc on a un vrai problème de compréhension de ce phénomène. Mais en même temps, on a quelque part quelque chose qui pourrait ressembler à une corrélation. Parce que, et on va passer probablement à la partie 3 de la question, on va faire la transition, puisque quand on parle de la création de l'univers scientifiquement parlant, on parle de la théorie du Big Bang, même si elle est aujourd'hui contestée, en tout cas il y a d'autres théories, comme par exemple l'univers qui rebondit,
peu importe, même s'il rebondit, à un moment donné, on passe par un point initial, un point dont on ne sait absolument pas formuler les équations scientifiques, puisqu'on est à l'intérieur de dimensions à l'intérieur desquelles toutes les lois disparaissent. Mais ce qui est important de retenir dans ce domaine-là, c'est que au point initial du Big Bang, bien sûr, et ça on peut le concevoir, l'ensemble de ce qui va donner naissance à l'univers, appelons-le l'énergie, l'ensemble de l'énergie est contenu dans un point mathématique qui, au moment de la création du Big Bang, va ensuite donner naissance à des particules, enfin d'abord à des photons et ensuite avec des particules, et puis une baryogénèse qui va permettre de créer tout l'univers aux galaxies et aux planètes. Donc, ça veut dire juste au moment de la création, l'ensemble de ce qui va devenir des particules se trouve confiné dans un point mathématique. Donc ça veut dire qu'elles sont obligatoirement soumises à cette physique, à cette loi physique de l'intrication et de la non-localisation. Alors, sans aller trop loin, la conclusion de cette approche, de cette compréhension, c'est que une fois que l'univers est créé et qu'il s'expand, en réalité, l'ensemble de ses composants est relié. Oui. Et on ne sait pas encore comment et pourquoi, mais c'est une des conclusions naturelles. Oui, c'est ce que j'allais souligner. Si je comprends bien ce que tu as dit, à l'origine du Big Bang, il y avait comme un point central, une unité de laquelle tout découle. Et probablement qu'on ne peut pas faire de façon certaine un lien, mais c'est là aussi un des enseignements de la doctrine secrète, qu'à partir d'un point découle toute la manifestation. On parle là de méthode d'enseignement spirituel, mais au point de vue physique, on dit un peu la même chose finalement. Le parallèle est absolument plus qu'intéressant, on va dire. OK. Passons à la dernière question, très simple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la théorie de la relativité générale et, encore une fois, des liens qu'il pourrait y avoir? Alors, on ne va pas rentrer dans la théorie de la relativité générale, qui est quand même un ensemble de 10 équations non linéaires, peu importe. Ce qui va nous importer, en parlant de la relativité générale, encore une fois, c'est le concept qui est sous-jacent à cette théorie. Dans la relativité générale, Albert Einstein, d'abord nous a expliqué que le temps et l'espace étaient intimement liés. Ça, c'est la première chose. Alors qu'auparavant, chez Newton, on avait un temps absolu et un espace absolu. Avec Einstein, ils sont reliés. Mais plus intéressant que ça, Einstein a amené le concept de géométrie ou de métrique. C'est-à-dire le fait qu'en fin de compte, l'univers dans son ensemble peut être modélisé par une géométrie, c'est-à-dire des lignes, courbes ou pas courbes. Et il nous a expliqué que la présence de masse modifiait cette géométrie. Quand un corps stellaire quelconque se trouve dans un endroit, la géométrie de l'espace qui l'entoure est transformée. Et cette géométrie transformée, en fin de compte, ça va être la route par laquelle tous les corps vont devoir passer. Donc, quelque part, l'intérêt de cette théorie par rapport aux enseignements théosophiques, d'abord, c'est de montrer qu'il y a une continuité totale dans l'ensemble de l'univers et qu'il y a une interaction. C'est-à-dire, quand je tousse, quelque part à l'autre bout de la galaxie, il se passe quelque chose. Sérieusement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les enseignements théosophiques, on parle souvent d'aquasha, d'éther, surtout d'aquasha, qui est ce substratum qui sous-tend toute la manifestation. Et avec cette métrique de la relativité générale, il y a quelque chose qui ressemble
qui ressemble véritablement à un parallèle. Juste pour finir, pour rajouter sur le sujet, on notera aussi, et ça c'est la physique quantique, la physique des champs quantiques qui nous a amené ça, le fait que ce que nous appelons le vide et ce que nous percevons comme le vide dans l'univers, c'est-à-dire quelque chose avec lequel il n'y a aucune interaction, en réalité c'est un vide qui est plein d'énergie, d'une quantité gigantesque d'énergie, qui ne se manifeste pas, mais un tout petit peu quand même. Parce qu'en réalité, de ce fond émergent des couples de particules de manière extrêmement rapide et disparaissent. Mais on en a quand même une trace, on appelle ça l'effet Casimir. L'effet Casimir, c'est justement la trace, la preuve quelque part scientifique que le fond de l'univers est une gigantesque énergie, ce qui est aussi cohérent avec ce que nous apprenons dans les enseignements. Voilà, je crois qu'on a plongé assez profondément sans vraiment aller jusqu'au fond, mais j'espère que ça donne une idée, en tout cas de tous les potentiels qui existent et sur lesquels on a besoin de travailler. Eh bien, merci Jacques, ce fut très intéressant, instructif et surtout inspirant. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous le savez sûrement déjà, vous pouvez le visionner sur théosophieauquebec.com. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez les poser à l'adresse courriel de ce site. Nous terminerons la vidéo par quelques images de l'intérieur de cet édifice et aussi par quelques images de l'extérieur. Merci et à la prochaine.